10 avril, Europe 1 avait diffusé en exclusivité 2 témoignages présentés, comme ceux d'Abderrahmane et Yazid Abdeslam, respectivement le père et le frère de Salah Abdeslam. Les propos du père sont directement diffusés, tandis que les déclarations du frère sont seulement rapportées avec l'assistance d'un mystérieux H par le journaliste fan de Krav Maga, Kevin Tullier. Oui, c'est un homme fatigué que j'ai pu rencontrer, qui s'exprime pour la première fois depuis les attentats. Vêtu de noir de la tête aux pieds à 67 ans, il ne sort quasiment plus de chez lui, place communale, là où a grandi Salah Abdeslam avec sa sœur et ses 3 frères. Il ne comprend d'ailleurs toujours pas ce qui a pu se passer dans la tête de son fils et de son complice et ami Mohamed Abrini. Et pour son frère, c'est un vrai soulagement que Salah Abdeslam ait été arrêté vivant. Il lui rend d'ailleurs visite très régulièrement à la prison de Bruges, accompagné de ses frères et de ses parents. À travers le parloir, Salah Abdeslam lui a confié s'être fait entraîner dans l'histoire. C'est Brahim, son grand frère, qui lui aurait demandé d'aller chercher des hommes en Hongrie et en Allemagne sans lui expliquer la raison. Il n'aurait pas été au courant du projet d'attentat jusqu'à la dernière minute. Et c'est là, devant le Stade de France, qu'il aurait décidé de faire marche arrière et de rentrer en catastrophe à Bruxelles. Et son grand frère nous a également décrit ses conditions de détention. Salah Abdeslam a nié devant sa famille avoir entendu Mehdi Nemmouche, le tueur du musée juif de Bruxelles et voisin de cellule, lui ordonner de se taire. Il est en quartier d'isolement, mais avec la télévision. Il est au courant de toute l'actualité, nous raconte son frère. Une télévision qu'il regarde de moins en moins, car selon lui, il commence à prendre conscience de ce qu'il a fait. Il nous dit aussi que Salah Abdeslam prie tous les jours dans sa cellule. Blessé à la jambe lors de son arrestation, il commencerait de nouveau à marcher normalement. Et puis son frère nous a fait part de son souhait d'être transféré le plus rapidement possible vers la France, car selon lui, il veut s'installer pour de bon dans la cellule où il pourrait passer de nombreuses années, et surtout car il souhaite collaborer avec les enquêteurs français. Il doit bien ça aux familles des victimes, ajoute son frère. Même procédé employé 9 jours plus tôt par BFM TV. La chaîne d'information avait affirmé avoir obtenu des confidences de Mohamed Abdeslam, autre frère de Salah Abdeslam, et en parallèle, comme Kevin Tullier, la journaliste de BFM TV, dénommée Annie Bazar et assistée par un certain Adé, affirme ainsi avoir pu rencontrer l'un des membres de la famille Abdeslam. C'est la seconde fois que Mohamed Abdeslam s'entretient avec son frère Salah Abdeslam, détenu à la prison de Bruges. Effectivement, nous avons rencontré Mohamed Abdeslam qui a donc pu s'entretenir un peu plus d'1 heure avec son frère ici même dans la prison de Bruges. Alors il nous a confié que son frère était aujourd'hui particulièrement affaibli, fatigué, qu'il avait toujours du mal à marcher sans ses béquilles suite à sa blessure à la jambe lors de son interpellation. Il en est ressorti après un peu plus d'1 heure et s'est confié à notre journaliste. Il a raconté comment son frère s'est retrouvé membre du commando des attentats du 13 novembre à Paris. Mais il a surtout insisté sur le fait que son frère avait formulé de nombreux regrets. Alors selon Mohamed Abdeslam, Salah Abdeslam aurait fait des confidences sur les attentats du 13 novembre. Il lui aurait expliqué qu'il se serait laissé entraîner par des connaissances et qu'il n'était pas au courant au début de ce qui allait se passer. En tout cas, il est loin d'être la tête pensante des attentats. Il a été entraîné par des gens et au début, il n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Il confirme bien qu'il avait une ceinture d'explosifs ce soir-là. Toujours selon Mohamed Abdeslam, son frère Salah confirme avoir eu une ceinture d'explosifs, mais ne pas s'en être servi. On rappelle que ce sont les propos rapportés par son frère Mohamed Abdeslam qui s'est donc entretenu pour la 2e fois avec son frère. Heureusement, je n'ai pas été jusqu'au bout. Si j'avais voulu, il y aurait eu plus de victimes. Je veux collaborer car j'ai des comptes à rendre à la France, mais pas à la Belgique. Pas avec la Belgique, car selon son frère Mohamed, Salah Abdeslam n'est pas impliqué dans les attaques de Bruxelles. Pourquoi BFM TV, chaîne dirigée par le juif Alain Veil, ami affiché du CRIF et détenu par Patrick Drahi, n'a-t-elle pu obtenir, comme à son habitude, des images de cet entretien? Rappelons ici que ce frère de Salah Abdeslam n'est pas avare de prestations médiatiques. Au lendemain des attentats de Paris, Mohamed Abdeslam, qui avait aussitôt pris un congé maladie, qui s'est conclu par son licenciement le 11 avril 2016,
avait enchaîné les apparitions dans la presse écrite et audiovisuelle, notamment sur BFM TV, via l'ultra réseauté Yann Anthony Nogues. La plus étrange intervention fut probablement celle accordée sur CNN par un souriant Mohamed Abdeslam. Et cela depuis plus de 10 ans. Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Je pense que beaucoup de gens me connaissent ici dans la commune et savent de quoi je suis capable et de quoi je ne suis pas. Nous sommes une famille ouverte. Nous n'avons jamais eu de problème avec la justice. Contrairement à ce qu'il affirma le 16 novembre 2015 sur le perron de sa maison, en prétendant que sa famille n'avait jamais eu de problème avec la justice, Mohamed Abdeslam avait été lui-même condamné avant de devenir employé communal pour avoir détroussé des cadavres en tant qu'ambulancier. La présidente du tribunal avait alors souligné son absence de scrupules et de sens moral. Aujourd'hui, Mohamed Abdeslam ne semble plus vouloir accorder d'entretien audiovisuel, lui qui était pourtant prompt à se manifester fin 2015, devant toute caméra, afin d'appeler son frère à se rendre. Certains ont fait état d'une dispute entre vos deux frères à la veille ou à la veille des attentats. L'un d'entre eux aurait dit « on n'y va pas si on n'a pas le pognon ». J'attends une dispute, mais une dispute énorme. Et je me penche par la fenêtre. Je vois les deux frères qui sont là, qui se bagarrent entre eux. Est-ce que vous êtes au courant de cette dispute? Est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu être payés? Non, je pense pas qu'ils auraient pu être payés pour commettre des actes tels que celui-ci. La seule chose que j'ai compris, c'est moi j'irai pas si j'ai pas l'argent. Et l'autre il lui dit non, tu vas y aller. Je pense qu'avant tout, ceux qui font ça le font par conviction. Ils pensent que c'est la meilleure des solutions. Ils pensent que c'est une espèce de justice. Il lui dit moi si j'ai pas de pognon, je bouge pas. Sans pognon, j'y vais pas. Une fois de plus, ce sont des informations à prendre avec beaucoup d'attention, et parce que il y a tellement de choses qui circulent. Pour le moment, on ne peut plus prêcher le vrai et le faux. Depuis son étrange arrestation, Salah Abdeslam suscitait le doute sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes s'interrogeaient sur la réalité de son interpellation du 18 mars et de sa détention à la prison de Bruges. Toutefois, aucune autre photo à visage découvert et relative à son arrestation ne fut publiée, jusqu'à ce qu'il en sorte quelques-unes, soit 9 mois après dans un quotidien de Belgique, et presque un an du côté hexagonal. À ce jour, seul le mystérieux Sven Marie, l'avocat en charge de Salah Abdeslam, avait affirmé, face caméra, avoir vu et parlé avec ce protagoniste présumé des attentats de Paris. Une chose est certaine, ce ne sont pas des interviews désincarnées et curieusement obtenues, non par des médias belges, mais par BFM TV Europe 1, tous deux sous contrôle sioniste, qui vont convaincre les citoyens sceptiques. Mais entre-temps, dans la nuit du 11 au 12 avril 2016, à 4h07 précisément, le compte Twitter du quotidien belge, Het Nieuwsblad, avait relayé un article qui n'allait pas tarder à être vivement commenté en France, dès les premiers flash infos de l'aube. Au cœur du papier, une photographie exclusive, celle censée représenter Salah Abdeslam, détenu dans la prison de Bruges, au lendemain de son étrange arrestation dans le quartier de Molenbeek. Disponible gratuitement en ligne, un logiciel dénommé Photo Forensic permet de connaître rapidement les détails techniques de toute photographie. En usant de ces services pour analyser l'image publiée aujourd'hui par le quotidien belge, il est ainsi possible d'accéder aux métadonnées. Constat intrigant,
dans la journée du 11 avril, de 15h56 à 20h46, cette photo a plusieurs fois été retouchée via Adobe Photoshop CS5.Windows. Hormis la position du logo du journal, réalisable en un clic, rien ne justifie un tel traitement. La particularité de ce logiciel est de permettre avec une déconcertante facilité de remplacer tout visage par celui d'autrui. Sans rechigner, qui est à l'origine de cette photographie présentée comme nécessairement authentique par l'ensemble de la presse belge et française, le journal en question appartient à Corelio, groupe de presse présidé par Thomas Lezen. Sa spécificité est d'être le seul Belge à faire partie du comité de sélection du mystérieux groupe Bilderberg. C'est d'ailleurs Lezen qui fut à l'origine de la participation, en juin 2015, soit 5 mois avant le déclenchement de la vague d'attentats, du Premier ministre belge de l'époque, Charles Michel, à la dernière réunion secrète de ce cénacle influent. En dépit d'être dissimulé et totalement silencieux, le mystère Salah Abdeslam reste entier plus que jamais. Le 5 juillet, en milieu de journée, la chaîne belge, RTBF, avait sollicité le député Georges d'Allemagne. Le motif était de lui demander de réitérer face caméra sa stupéfiante divulgation faite en début de matinée sur la radio RTL Belgique. Le parlementaire déclare avoir appris auprès de ses homologues français que la gendarmerie, présente sur place, et la force Sentinelle, qui avait 6 militaires en armes devant le Bataclan, ne sont pas intervenus au moment où le carnage se produisait au même endroit parce qu'ils n'en avaient pas reçu l'ordre. En parallèle, le 23 mars, devant la commission d'enquête parlementaire française qui avait rendu aujourd'hui, à la faveur de la torpeur estivale, son rapport, un commissaire de police avait déjà révélé la passivité des militaires. Non, certainement pas. Je pense que ce serait trop simple. Je pense que chacun doit balayer devant sa porte. Les Français arrivent avec leurs conclusions maintenant, mais c'est normal. Ils ont commencé leur commission d'enquête 4 mois avant nous. Ils vont faire une série de recommandations. Il y a toute une série de recommandations qui concernent bien évidemment la manière dont eux-mêmes se sont organisés. Donc on est aujourd'hui un niveau de coordination satisfaisant. Des questionnements pour l'étape d'après. Qu'est-ce qui est vraiment prévu ou pas par les militaires? Qu'est-ce que en termes d'intervention, quand est-ce qu'ils s'articulent? Il y avait des gens de Sentinelle qui étaient à proximité du Bataclan. On sait qu'il y a eu en France aussi de grosses difficultés. On sait que par exemple la gendarmerie n'est pas intervenue alors qu'elle était présente sur place. On sait que la force Sentinelle, qui avait 6 militaires en armes devant le Bataclan, n'est pas intervenue au moment où le carnage se produisait au Bataclan. Attendez, il y avait 6 militaires devant le Bataclan? Oui, absolument. Au moment de la tuerie? On a un collègue qui nous racontait l'anecdote d'un gradé d'une brigade anticriminalité qui a dit sur la porte de secours, qui a dit allez à des militaires qui étaient là, allez on y va. Tout à fait, de la force Sentinelle, et ils ont estimé qu'ils ne devaient pas intervenir parce que leurs règles d'engagement ne prévoyaient pas qu'ils devaient intervenir pendant le carnage et leurs règles prévoyaient qu'ils ne pouvaient que se protéger eux-mêmes, ce qui est évidemment tout à fait incroyable. C'est celui qui a fait un duel fusil à pompe contre Kalachnikov, là, on a vu quelques images à la télé. Le détachement Sentinelle a dit non, j'ai pas d'ordre pour bouger. Alors il a dit passe-moi ton FAMAS. On est entre gens de terrain, ils se parlent. Donc l'autre évidemment, son arme, il n'avait pas la lâcher.
l'homme en charge de la force Sentinelle, déployée au lendemain des mystérieux attentats de janvier 2015, n'était autre que le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées à l'époque. Si les médias traditionnels soulignent volontiers que ce haut gradé, catholique pratiquant, est le frère de l'ultra-droitier Philippe de Villiers, il passe sous silence sa proximité idéologique avec la frange radicale de la communauté juive. Dès 2006, son aîné Philippe de Villiers, alors conseillé par le policier ultrationniste Michel Tauris, s'était distingué par son appel du pied à la droite juive et pro-israélienne. Aujourd'hui, Pierre de Villiers cultive discrètement des connexions idéologiques similaires. Preuve en est sa participation incongrue à une étrange cérémonie qui s'était tenue le 11 mai 2015 à Matignon. Le Premier ministre Manuel Valls avait alors reçu une importante délégation venue l'honorer de la conférence des rabbins européens, influent groupe communautariste et intrusif, qui s'avère être particulièrement engagé en faveur du régime colonial et ségrégationniste de Tel Aviv. On peut y reconnaître, outre Pierre de Villiers, le grand rabbin et fanatique, Haïm Korsia. Curieusement, le général Pierre de Villiers n'a pas été interrogé par la commission d'enquête parlementaire. Seul son supérieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, avait été convié, le 1er juin, afin de débattre vaguement et sans profondeur des zones d'ombre relatives aux attentats de 2015. Rappelons que des officiels juifs, selon l'expression utilisée par un média israélien qui s'était ensuite auto-censuré, avaient été prévenus de l'imminence des attentats du 13 novembre. En outre, rappelons aussi que l'ex-propriétaire du Bataclan, durant près de 40 ans, avait cédé la salle 2 mois seulement avant un carnage, dont la photochoc a été propagée par une association israélienne liée aux néoconservateurs américains. Affiché face au massacre qui se tenait à quelques mètres d'eux, la passivité de militaires supervisés par un général français à coquiner au faucon israélien est une information qui aurait suscité, en d'autres contrées ou d'autres époques, un scandale d'État. Dans la France d'aujourd'hui, anesthésiée par des journalistes audiovisuels, mi-dociles, mais indifférents, il faut consulter le web et des sites belges pour découvrir de troublantes anomalies qui n'auront pas fini de poser question. Novembre 2015, il est 23h55, vous décrétez l'état d'urgence. Que se passe-t-il? Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. C'est une horreur, ce sont les mots que vous employez ce soir-là. Ce mercredi matin, soit 4 ans jour pour jour après les attentats, François Hollande était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Les attaques ont commencé peu après 21h aux abords du Stade de France. Vous étiez au Stade de France pour le match France-Allemagne, se poursuivant sur les terrasses de plusieurs bars et cafés dans les 10e et 11e arrondissements de Paris, mais aussi à l'intérieur du Bataclan. On connaît le bilan dramatique, 131 morts, 350 blessés. Vous étiez donc au Stade de France ce soir-là et vous donnez la consigne de ne pas bouger. Interrogé sur ses souvenirs de la soirée du 13 novembre,
Voici ce que raconta l'ancien président au sujet de son moment de basculement. Oui, je suis prévenu peu de temps après le début du match. Vous vous souvenez, une détonation, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un pétard, une bombe agricole? Et puis une deuxième explosion. Là, je commence à avoir plus qu'un doute, presque une certitude. La policière qui est chargée de la sécurité m'informe qu'il y a déjà un mort. Donc, je dois prendre une décision. Dans un entretien paru hier sur le site du Point, Hollande avait tenu des propos similaires. On se souvient de l'image de cette policière. L'intervieweur Jérôme Cordelier, rédacteur en chef de ce journal dirigé par un membre du Bilderberg, partagerait-il la même amnésie que François Hollande? Ce mensonge a-t-il été concerté durant l'entretien? De quoi parlons-nous? François Hollande est prévenu à cet instant. Son officier de sécurité lui glisse à l'oreille: Monsieur le Président, le Quick a sauté. Une image qui rappelle évidemment celle de George W. Bush le 11 septembre 2001 quand il est prévenu des attentats du World Trade Center. La vérité est que ce n'était pas une femme, mais un homme, en l'occurrence un officier de sécurité, dont on se souvient. Il fut celui qui s'était donc penché à 2 reprises à son oreille, avec ces mots: Monsieur le Président, le Quick a sauté. Pourquoi avoir évacué, 4 ans plus tard, cet officier de sécurité du récit officiel, pour le remplacer grossièrement par une policière? Tout cela reste un mystère. Et pourtant, l'énigme perdure à propos d'un autre mensonge, encore plus grossier que le précédent, de la part de l'ancien chef d'État. C'est à ce moment-là que je reçois un coup de téléphone de Manuel Valls, Premier ministre, qui me dit ça explose aussi, en tout cas il y a des tirs sur des terrasses dans le 11e arrondissement. J'ai après d'autres... Où il se trouvait. Où il se trouvait, puisqu'il y vivait. Dans l'entretien complaisant du Point, tout comme face à Bourdin, Hollande avait prétendu que son Premier ministre Manuel Valls aurait entendu les tirs de chez lui. Le problème est que Valls n'avait jamais déclaré ceci quand l'émission Le Petit Journal de Canal+ l'interrogea sur son expérience ce soir-là. Valls affirma avoir été alerté par Cazeneuve et une connaissance du quartier qui s'avère être le journaliste islamophobe Gérard Davet. Même sans ça, voire mieux encore, contrairement à ce que suggère Hollande, Valls ne pouvait avoir entendu les tirs de chez lui. Il habitait dans l'appartement de son ex-épouse Anne Gravoin, situé au début de la rue Keller, à 600 mètres de la fusillade la plus proche, celle de la Belle Équipe. Trouble de la mémoire, ou volonté de dissimuler des faits potentiellement embarrassants. Voici à présent le cœur noir de l'affaire du 13 novembre. Que s'est-il exactement passé dans la salle du Bataclan dans la nuit de vendredi à samedi, via la seule photographie du carnage du Bataclan, qui avait été diffusée par une organisation israélienne liée au Mossad et au courant néoconservateur américain? Une information d'intérêt public doit être exposée.
12 juillet 2016, le site de l'Assemblée nationale avait mis en ligne les 1417 pages du rapport officiel de la commission d'enquête relative aux moyens engagés par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. À propos du massacre du Bataclan, dont un député belge avait récemment souligné la passivité des militaires postés autour, des propos tenus à huis clos ont été sélectionnés. Le sujet, c'est la controverse relative à la rumeur, apparue en ligne le 15 novembre, faisant état de traces de torture et de têtes coupées aperçues par des policiers envoyés dans la salle. Rappelons ici que Le Monde, journal dit de référence de la presse française, avait rapidement tenté de discréditer cette rumeur en évoquant une intox qui serait basée sur un unique témoignage issu d'un tabloïd britannique. En réalité, ce tabloïd, en l'occurrence le Mirror, reprenait exactement les propos rapportés le 16 novembre par le Scottish Daily Mail, selon lequel une spectatrice écossaise du concert affirma qu'un autre rescapé lui avait dit que les terroristes poignardaient les gens dans l'estomac. Elle rapporta également avoir elle-même entendu des cris singuliers, comme le fit un autre témoin interrogé par le Parisien. Un policier de la BRI avait d'ailleurs déclaré le 16 novembre à TF1, je cite, « Ils ne veulent pas libérer les otages, ils disent barrez-vous sinon on tire, et on décapite les personnes coincées avec nous. » À l'instar du Monde, les autorités avaient pourtant systématiquement réfuté à la commission de tout acte de barbarie au sein du Bataclan. Pourquoi un tel déni? Volonté de ne pas éprouver davantage les familles des victimes? Le prétexte est fallacieux. Ce sont précisément ces familles qui continuent, encore aujourd'hui, de réclamer toute la vérité sur les attentats afin de faire leur deuil et de pointer nommément les éventuelles responsabilités fautives au sein de la hiérarchie sécuritaire. Peur de faire monter le Front National et la nébuleuse de l'ultra-droite? Le prétexte est encore plus ridicule, puisque ces mouvements n'ont pas eu besoin de tels détails pour galvaniser leur diabolisation de l'islam et conquérir de nouveaux sympathisants. Cette attitude des autorités, assistée par des journaux emblématiques comme Le Monde, fut d'autant plus déroutante que l'opinion publique connaît déjà la propension à la torture de l'État islamique. Depuis 2014 et l'essor de ce mouvement djihadiste ramification opaque, plusieurs reportages ont été consacrés à leurs exactions. Une sordide vidéo imputée à Daesh montrait d'ailleurs Samia Mimour, Omar Ismail Mostefaï et Foued Mohamed Agad, présentés comme les seuls exécutants de la tuerie du Bataclan, en train de décapiter des prisonniers de guerre en région irako-syrienne. Alors, pourquoi faire silence sur cet aspect du carnage du Bataclan? Le 21 mars, auditionné à huis clos, un policier de la BAC du 94, le brigadier chef TP, était formel. Des décapitations avaient eu lieu à l'étage, des yeux ont été arrachés.
version des autorités, démentir les propos pourtant catégoriques de ce policier. Michel Cadot, préfet de police de Paris, Christian Sainte, patron de la police judiciaire parisienne, et tout particulièrement François Molin, procureur de la République de Paris, avait ainsi réfuté la commission de tout acte de barbarie, tel celui dénoncé par le père d'une victime auprès d'un juge d'instruction, du sectionnement de testicules mis dans la bouche de son fils éventré. Pour cause, selon Michel Cadot et François Molin, aucune arme blanche n'aurait été retrouvée. Le problème est que, en cas d'acte avéré de torture ou de mutilation, comment l'engin tranchant a-t-il pu dès lors disparaître de la scène du crime? Cependant, le policier de la BAC affirma, lors de son audition du 21 mars, ne pas exclure qu'un quatrième terroriste non identifié ait pu être présent et s'enfuir parmi les spectateurs. Autant rappeler que la compagne du chanteur Jesse Hughes avait filmé ce soir-là une mystérieuse figure encapuchonnée de noir en train de dévaler les escaliers du Bataclan avant l'arrivée des tueurs. Quant aux premiers témoignages faisant état de tueurs de type européen, ils ont étrangement disparu de la scène politico-médiatique, comme le couteau du Bataclan.